bonsoir à toutes et à tous. On est hyper content qu'il y ait autant de monde. Bonsoir Louisa, bienvenue, merci d'être là. Donc il y a quelques semaines, tu as sorti Rester barbare. Donc là on est quelques semaines après, je trouve ça super chouette que cette discussion se fasse pas directement après la sortie, mais un peu après parce que ça monte, ça donne le temps pour que le livre tourne un peu. Et évidemment il a très bien tourné, il y a beaucoup de monde qui sont concernés et intéressés. En plus, hyper content que ces discussions se fassent un peu maintenant, parce que comme je disais avant, là, entre la guerre, les élections et ce monde sordide dans lequel on est en train de vivre, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus trop envie d'entendre parler de politique, de ce qui nous importe, de ce qui nous arrive. Or, toi, justement, tu arrives à faire ramener du monde, donc là-dessus, c'est cool. Ramener du monde, d'autant plus au moment où les racistes, on les entend un peu partout, un peu tout le temps. Et que visiblement ils sont quasiment en train de gagner, ce qui est un peu inquiétant. Et toi tu permets de penser à partir de ce désastre, à partir de ces ruines, et comment justement penser une politique pour toutes les personnes issues de l'immigration coloniale et postcoloniale en France, mais aussi ailleurs, avec du coup la figure du barbare qu'on va un peu retracer. Du coup c'est une figure qui est à mi-chemin entre la politique, la poétique, la littérature, la musique, et cet angle qui mélange tous ces aspects est hyper important. On va revenir un peu longuement là-dessus. Moi, mon rôle, j'ai juste posé quelques petites questions histoire que tu puisses parler. Après, comme on est beaucoup et que je pense qu'il y a des gens qui ont tellement de choses plus intéressantes que moi à dire, on va ouvrir la parole au public assez rapidement. Peut-être une première question pour te lancer. Sur la définition de l'Empire, parce qu'en fait l'Empire c'est un peu ce système racial dans lequel qui se déploient toutes les figures après que tu construis, le barbare, le sauvage, le petit frère, et en fait du coup l'Empire t'en parle beaucoup dans ton livre mais tu le définis jamais vraiment. À te lire on sent que l'Empire n'est pas tellement un ennemi qui fait face qu'un espèce de milieu qu'il faudrait s'en sortir, un milieu mental qui broie toutes ces subjectivités à la fois assignées à être mais en même temps empêchées d'être. Donc du coup, est-ce que tu peux revenir peut-être sur l'Empire avant qu'on revienne un peu plus en détail à toutes... Oui, sur l'Empire, bon, ça va avec... En fait, l'Empire, c'est une figure littéraire qui va avec celle du barbare. Donc du coup, moi, je ne commencerai pas par... Si tu me le permets, je commencerai plutôt par décrire ce que j'entends par barbare, parce que c'est à travers ça qu'on comprend mieux ce que je cherche à poser. Du coup, pour la barbarie... Ce que j'ai cherché à faire, en fait, c'est de répondre à une question qui est, que plus ou moins j'exprime dans le livre, c'est comment se raconter dans un monde qui nous ratatine. Je pense qu'on peut résumer la question ainsi. Et quand je dis « nous », je pose une condition sociale qui est celle des populations issues de l'immigration post-coloniale. C'est une longue expression pour dire les Noirs et les Arabes, en fait. Et donc, comment on se raconte dans un monde qui nous ratatine? La réponse que ce livre m'a permis d'entrevoir, c'est en s'agrandissant encore et encore, en fait. En s'agrandissant. Et donc, c'est-à-dire, en fait, en occupant un territoire narratif, un lieu d'énonciation, qui nous permettent, en fait, de sortir de différents types de récits dans lesquels... il me semble qu'on est piégé, on est capturé. C'est des récits qui nous rétrécissent pour le coup et qui nous regardent, je dis, à travers un trou de serrure. Et ces récits, moi j'en vois trois. Il y en a peut-être plus, mais en tout cas j'en vois trois assez grossièrement, mais j'en vois trois. D'abord, il y a le récit explicitement raciste. Donc c'est toute la rhétorique de l'ensauvagement au premier degré, quoi. Donc il consiste à dire que les Noirs et les Arabes, des quartiers populaires, font peser sur le pays une menace qui est de l'ordre de la contamination morale, quoi. Bon, à la fois de la sédition, le séparatisme, etc. Mais aussi, voilà, ce sont des hordes qui ont à subir, qui sont piégés dans une espèce d'archaïsme, voilà, et il faudrait s'en méfier, etc. Et ça, c'est le discours explicitement raciste. Il y a un second type de discours qui est que moi je dirais le discours civilisateur, qui lui se pense comme étant bienveillant, se présente comme étant bienveillant, et qui va plutôt
pour sa part, réactiver une autre figure qui n'est pas la figure du barbare, qui est la figure du sauvage. C'est-à-dire de l'être à sauver, en fait. Je fais cette distinction entre le barbare et le sauvage, c'est une distinction voilà, littéraire aussi. Je fais la distinction parce que pour moi, le sauvage occupe une autre temporalité que le barbare. Le sauvage arrive avant la civilisation, c'est un état de nature. Et donc, comme il arrive avant la civilisation, c'est un être qui attend d'être éduqué, qui attend d'être hissé à hauteur d'homme. Et donc, la civilisation viendrait l'aider à s'en sortir, en fait. Tandis que le barbare, lui, il vient après la civilisation, en fait. C'est un produit de la civilisation, mais pas que. C'est un produit plus autre chose. Donc, voilà, c'est pour ça que je laisse le motif de la sauvagerie à ce type d'approche. Et puis, il y a un troisième regard que je cherche à conjurer aussi. C'est le regard, je dirais, clarificateur, analysateur. Enfin, c'est celui des sciences sociales, que je ne veux pas diaboliser, mais dont je dis qu'il y a aussi comme une espèce de prétention aussi à nous observer, à nous cerner, à nous saisir, à nous comprendre, à nous rationaliser, que je perçois aussi comme une tentative de nous rendre plus inoffensifs, en fait. Donc plus petits. Ce regard, en fait, lui, il cherche à remonter la généalogie de tous nos monstres, de tous nos maux. Justement, en essayant d'expliquer pourquoi on est ce qu'on est, quoi. Et voilà. Et donc, pour conjurer ces trois types de récits dans lesquels on est capturé, on étouffe, en fait, littéralement, il m'a semblé que le motif de la barbarie permettait quelque chose de beaucoup plus grand, permettait de nous raconter avec une amplitude beaucoup plus intéressante, mais aussi, puisque c'est une figure littéraire, ça c'est important de le dire, parce que c'est pas un concept philosophique, c'est pas une typographie sociologique, c'est pas quelque chose qui a vocation à renseigner sur la condition post-coloniale. Ça n'a pas vocation à donner quelque chose de tangible ou de rationnel. Au contraire, en fait. Et du coup, ce que ça perd en rigueur analytique, en fait, ça le gagne en puissance à raconter, à dire, à créer. Et la barbarie, elle permet du coup cette espèce de profusion de sens, d'effusion de sens, qui justement échappe à une lecture unilatérale, une lecture figée, et qui, je crois, a à voir avec une espèce de forme de charisme, en fait, de la figure. Enfin, il y a une aura. D'ailleurs, je sais que « Rester barbare », ce titre, avant même qu'on se saisisse de ce dont il est question, je vois l'effet que ça fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fascination, ça crée quelque chose. Quelque chose se passe avec ce mot « barbare ». Parce qu'à l'intérieur, on sent que c'est un motif inépuisable, quoi, qu'il y a comme une espèce de monde à l'intérieur. Et je crois que c'est plus ou moins ce qu'on peut dire d'un mythe, en fait. Un mythe, c'est ça, c'est une espèce d'explosion du sens qui ne perd pour autant pas sa cohérence. Tout finit par rentrer à l'intérieur. Et voilà. Et donc la barbarie, voilà, c'est une manière de nous raconter de cette façon-là. Et puis, du point de vue qui est le mien, donc de l'immigration post-coloniale, ce que ça dit surtout, c'est que c'est une difficulté supplémentaire, une sophistication supplémentaire, c'est que nous ne sommes pas tout à fait des barbares. Ça veut dire que nous sommes des barbares déjà intégrés. Des barbares qui sommes à l'intérieur de l'Empire, qui avons même incorporé les normes de l'Empire, la langue, un tas de choses. Et donc, ce que ça dessine, c'est une histoire de l'intégration, mais du point de vue de l'intérieur d'elle-même.
c'est une histoire de l'intégration quand on est déjà intégré, quoi. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que cette histoire, elle est à la fois, elle est à la fois tragique au sens vraiment littéral du terme, puisqu'en fait, ce qu'elle pose, c'est que c'est une impasse existentielle. Pourquoi une impasse existentielle? Parce que s'intégrer, enfin le paradigme intégrationniste, qu'est-ce qu'il nous impose de faire? Il nous impose en fait d'avoir c'est-à-dire que le seul moyen pour nous de se tailler une place dans ce monde-là, dans ce système, dans cette société, c'est de renoncer à ce qui fonde notre être plus élémentaire, quoi, de renoncer à un certain nombre de choses qui sont nos langues d'origine, notre religion, notre culture, nos formes de vie. Et en fait, du coup, ça crée cette espèce de paradoxe. Pour exister dans cette société, il faut cesser d'exister, en fait, il faut se nier. Et ce truc-là, moi, j'ai voulu montrer ce que ça pouvait faire de l'intérieur. Du coup, bon, pour le coup, je parle d'une œuvre de Chester Himes, La fin d'un primitif. Cette impasse existentielle, par exemple, dans ce cadre-là, elle amène à ce que j'appelle un pétage de câble meurtrier. Donc ça peut aller très loin. Et donc je disais qu'il y avait à la fois une histoire tragique, mais aussi une histoire de la résistance. C'est-à-dire que ce motif de la barbarie, c'est un mot bascule. C'est un mot seuil. Il est à la fois une figure de l'ennemi intime, qu'il s'agit de conjurer, qu'il s'agit de maintenir, et à la fois cette espèce d'utopie, cette espèce de friche en nous, qui aurait résisté à l'épreuve de la domestication, qui aurait résisté à l'épreuve de l'intégration, et que j'imagine être quelque chose qui pourrait nous sauver, quoi. Quelque chose qui pourrait nous sauver. Parce que je l'assimile à un feu intime. Je dis que la barbarie intime, c'est le feu intime. Et ce feu, je l'imagine brûler. Je dis qu'il faut qu'il continue à brûler parce qu'il est le signe que quelque chose continue à résister, à exister en nous. Et en même temps, c'est un feu. Ça veut dire qu'il est menaçant même pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut le tenir en respect. C'est aussi un danger. Et tout ça, voilà, toutes ces choses-là que j'essaie de développer, d'explorer, eh ben, c'est contenu dans ce mot-là, qui est une espèce de monde à part entière, quoi. Une espèce de mythe, presque. J'aimerais bien qu'on revienne après sur la mythologie, parce que je trouve que tu touches là un truc qui est vraiment hyper chouette. Mais juste avant, il y a un truc que tu arrives bien à saisir dans ton livre avec cette figure du barbare, c'est à tracer des liens trans-historiques entre l'Algérie nouvellement indépendante de Kateb Yassine, l'Amérique des années 50 de Chester Himes, la France actuelle. Et du coup, tu arrives à tisser des liens là où la théorie critique, en étant toujours un peu extérieure, du coup, il y a un peu vaine. Alors que là, du coup, avec la littérature, tu arrives justement à montrer des choses, à saisir des choses et à montrer plein de ponts existentiels qui arrivent. Et du coup, j'avais une question à toi là, parce que du coup, toi, la figure du barbare, c'est une figure qui est à la fois politique, mais aussi éthique et esthétique. Et justement, c'est quand même rare maintenant ce couplage entre la politique et l'éthique et l'esthétique. Et enfin, tu poses à plein de moments, élection de frontières dans ton livre. Le barbare comme manière de rester à bonne distance de l'Empire, comme manière de rester à bonne distance. Parce qu'en fait, tu parlais normalement de la monstruosité aussi de l'intégration. Enfin, pour paraphraser Saint-Just, l'art de gouverner l'art d'intégrer n'a produit que des monstres, et c'est un peu ce que tu montres à plein d'égards. Et qu'en fait, du coup, tu arrives à faire à plein d'échos entre Marcellin Deschamps, tu vas expliquer après de quoi ça se dit, et en fait, mais du coup, l'histoire de Marcellin Deschamps, c'est à peu près la même histoire que ça, parce qu'en fait, plus l'histoire avance, plus il devient fou, et plus il parle à haute voix. En fait, il se crée une propre monstruosité, alors que dans un monde où tout le force à être blanc, mais il n'y arrive pas, et ça le dégoûte d'y être, et qu'en fait, du coup, ça crée des monstres extérieurs. Et donc, du coup, le barbare comme espèce d'éthique de la bonne distance par rapport à tout ça. Oui,
Pour Marcellin Deschamps, alors brièvement, pour dire un peu de quoi il s'agit, c'est l'histoire de Mehdi Méclate, qui est un journaliste banlieusard, quoi, qui vient des banlieues, qui est un arabe, il se trouve, et qui a été... dont on a dit qu'il a été l'une des coqueluches de la gauche culturelle, mais c'est vrai, voilà, ça, il a été propulsé comme ça sur le devant de la scène, à la fois médiatique, mais aussi en littérature. Et bon, il se trouve que c'était un enfant chéri, quoi, de la gauche progressiste. Et il se trouve que on a découvert que il avait un compte Twitter sur lequel il avait fait des milliers de tweets jugés donc antisémites, homophobes, je sais pas, toutes les plaies, c'est quoi toutes les bref, c'était des tweets obscènes, etc. Et en fait, sa ligne de défense à Mehdi Méclate, ça a été de dire mais c'est pas moi, c'est mon double maléfique, entre guillemets. C'était un pseudo Twitter qui s'appelait Marcellin Deschamps, qu'il a créé quand il était jeune et qu'il a alimenté au fil de son ascension, en fait. Et alors, moi, ce que j'en fais de cette histoire, je ne la prends pas comme telle, c'est-à-dire j'en fais un peu ce que je veux. J'avoue, j'en fais un peu ce que je veux. C'est-à-dire que, bon, je pense pas que je sais pas si ça s'est passé vraiment de cette manière-là. Mais peu importe, moi de toute façon, c'est ça, la force de la littérature, c'est que je fais ce que je veux. C'est que c'est un espace de liberté. Ce qui importe, c'est que ce que ça va permettre ce qui va permettre d'émerger comme sens nouveau, quoi. C'est des trouvailles que je cherche. Et il se trouve que voilà, à partir de cette histoire, je me suis dit, il y a une petite apologue, une petite fable de ce que c'est que l'ensauvagement, et notamment de cette thèse qui est formalisée dans le chapitre qui le précède. Donc le chapitre sur Chester Himes, la thèse qui dit l'ensauvagement est un processus intégrationniste. J'ai un petit bout, si jamais tu veux lire le petit bout paragraphe pour faire Absolument. des commentaires. Alors, c'est très bien, c'est exactement ça. L'ensauvagement est un processus intégrationniste. En quoi cette formule diffère-t-elle fondamentalement des mauvaises plaidoiries que pose la violence des barbares, la violence des barbares comme le ravage produit par le système raciste? Ils diront qu'on chipote comme chaque fois que nous tâchons de parler de notre dignité. Mais la différence est bel et bien de taille. C'est même un contresens. Dire l'ensauvagement est un processus intégrationniste, ce n'est pas sociologiser les raisons d'être de nos monstres intérieurs en remontant la généalogie de toutes nos carences civilisationnelles, c'est dire nos monstres ne naissent pas à cause d'un manque de vous, ils naissent d'un trop de vous. Trop de France, trop d'empire. Ils naissent à votre contact, et c'est à votre contact toujours qu'ils prennent forme et déterminent peu à peu leur mission autodestructrice. C'est pourquoi ni vous, ni tout ce que vous proposez comme récit du salut indigène par l'intégration ne peuvent véritablement nous sauver. En fait, rien de ce qui vient de ce monde ne peut nous sauver. Pas seulement parce qu'une chose ne peut être le poison et son remède, mais parce que ce n'est pas nous qui devons être sauvés. C'est la fameuse histoire du Saint-Esprit dans un monde de fous. Quand le monde est malade, ceux qui résistent à ses lois, ce ne sont pas ceux qu'il faut guider, ce sont tous les autres. Au fond du gouffre identitaire que nous inflige la civilisation, nous ne sommes finalement pas les plus à plaindre. On saisit mieux notre chance. Nous, ça va, mais eux. Imaginez-vous donc à leur place les héritiers de l'Empire. Juste quelques secondes. Tous les démons de l'histoire nous tomberaient d'un seul coup sur la tête. Enfants de nazis, enfants de colons, enfants d'esclavagistes, enfants de génocidaires. Les études culturelles sur leur race, les White Studies, ne parlent que de leurs privilèges. C'est injuste au fond. Parlons aussi de tout ce dont ils manquent, à commencer par ce manque de valeurs qu'ils érigent aujourd'hui comme production originale. L'humanisme, l'universalisme, la démocratie, la fraternité, la liberté d'expression. On se mettrait presque à comprendre ceux qui préfèrent endosser fièrement le crime. Tenir à sa faute, c'est aussi une question d'honneur après tout. Allez savoir ce qui se passe dans leur tête. L'ensauvagement de l'Europe, ce n'est pas qu'un récit, nous rappelle Césaire. Du coup, j'ai répondu à... Je crois que mon texte répond à...
peut-être pour te relancer sur Marcelin Deschamps, c'est que c'est marrant, c'est qu'il prend un prénom quand même très français, Marcelin, et très blanc, pour justement incarner tout cet héritage horrible de l'Occident, une espèce de monstruosité qui... Ouais, c'est tout à fait. Et je pense que c'est du coup, je pense pas qu'il a conscience à ce moment-là qu'il le fait, pour ces raisons-là, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a un génie qui s'ignore dans l'attribution de ce nom-là, parce que à qui attribuer en fait la paternité de Marcelin Deschamps, ben, c'est pas forcément à ce que j'appelle les restes de barbarie de Mehdi Meklat. C'est pas forcément lié à ses origines en fait, à ce que la civilisation n'aurait pas encore lissé, n'aurait pas encore éduqué. Tel que d'ailleurs ça a été, je veux dire, c'est la version officielle qui est restée en fait. C'est finalement c'était un banlieusard égaré qui s'est joué de nous qui sommes beaux. Je parle de ce milieu comme ça, de la gauche médiatique, tolérante, ouverte, avenante, etc. Voilà, elle s'est débarrassée de ce cadavre en disant tout simplement, mais il n'a rien à voir en fait avec nous, parce que nous on peut pas, on n'a pas pu, on n'a rien à voir avec ça. Donc, et en fait moi ce que je dis, c'est que précisément, c'est ce que j'essaie de dire dans le texte que je viens de lire, c'est que Marcelin Deschamps, il est né et il a été alimenté, et il a grossi, il s'est amplifié au contact de leur monde à eux. C'est-à-dire en fait au carrefour des dilemmes que pose l'intégration, des dilemmes et des conflits de loyauté en fait. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut entendre, c'est que l'intégration nous impose des histoires de loyauté, des histoires de trahison. On a toujours avec nous la question de la trahison, parce que précisément, réussir ici, dans ce monde, c'est presque réussir aux dépens des autres, quoi. C'est presque inévitable. Et ça, je pense qu'on a cette conscience-là quand on est un barbare qui s'intègre. Et en ce sens, je crois que ce feu-là, que je parle du feu intime, je pense que c'est important de se raconter l'histoire aussi, que ce feu-là, il existe aussi chez les plus intégrés des intégrés. Par exemple, Mehdi Meklat, je dis que finalement, même, il est devenu presque intéressant grâce à son monstre. Parce qu'en fait, ça dit quelque chose, ça dit qu'il n'était pas si naïf, en fait. Il s'est créé quelque chose, il y a quelque chose d'intéressant, il a gagné en intensité. Et c'est un feu qu'il n'a pas su contrôler. Mais moi, ça me rassure de savoir qu'il avait ce feu en lui. Ça me rassure, ça. Je me dis, ok, en fait, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors, lui, ce qu'il en a fait, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Il en a fait ça, un truc obscène, voilà. Bon. De toute façon, il y a toujours un point de bascule, en fait. Mais moi, je trouve que c'est intéressant que Marcelin Deschamps existe. Justement, ça rejoint un truc qui revient aussi souvent, qui est vachement bien dans ton livre, c'est ce fond de dignité inaliénable, irrécupérable, antagoniste, que tu poses avec le rire de Kateb Yassine, le rire qui est l'acte originel du barbare, le rire du refus de cet ordre racial, en disant en fait je m'en extrais, je m'en sors, et que du coup un truc... En fait, parce qu'en fait tous les barbares que tu cites écrivent. Ils écrivent beaucoup, ils écrivent vachement bien, mais l'acte que tu poses, j'ai l'impression un peu aux prémices de tout ça, c'est quand même un rire de refus, un fond de dignité, une espèce de figure éthique de sortir et de s'abstraire de tout ça. Ouais, un rire, c'est très bien comme... C'est une bonne attitude, effectivement. C'est celle... en fait, c'est une attitude de rupture. C'est une attitude qui dit... en fait, qui refuse d'avoir à rejouer une symétrie dans la réponse. Parce que, je veux dire, qu'est-ce que dit... en gros, l'Empire dit, en gros, vous êtes des barbares, vous êtes amoraux, vous êtes moches. Bon, est-ce que spontanément, ce qu'on va dire pour se défendre, mais non, c'est pas vrai, on n'est pas moche, on a une moralité, et puis même on peut en rajouter, on est exemplaire. Et d'ailleurs, c'est vrai, regardez, il y a des avocats et des médecins chez nous. Enfin, c'est une démarche qu'on fait presque spontanément. On veut prouver que c'est pas vrai, il n'y a pas que des délinquants, il y a aussi des gens très bien, voilà.
Et moi, ce que je dis, c'est que cette attitude, elle est un peu triste, en fait. Je veux dire, bien sûr, on la comprend. Elle répond à des nécessités. Voilà, c'est pas... S'il ne s'agit pas de la juger, mais elle est un peu triste. Elle est un peu triste parce que elle ne rompt avec rien, en fait. Elle reconduit l'idée selon laquelle notre moralité se juge à l'aune de notre degré d'intégration. Plus on est intégré, et mieux c'est, en fait. Et tous les autres, c'est parce qu'ils souffrent, parce qu'ils n'ont pas été assez intégrés. Alors que là, le renversement du paradigme, c'était de se dire, mais non, c'est précisément parce plus on est intégré, et plus en fait, il y a des problèmes qui se posent. Et du coup, la stratégie de la rupture, toi tu disais que c'était un rire. En fait, je l'évoque, cette histoire de rire, avec la devise, la devise du rester barbare, qui me semble être oui et alors. Oui et alors, c'est la réponse à opposer, quoi. Plutôt que non, c'est pas vrai, répondre oui et alors. Et oui et alors, en fait, à partir du moment où on dit ça, en fait, on dit que les lois sont suspendues. En fait, les lois et les règles qui préexistaient l'accusation, en fait, aujourd'hui sont suspendues. D'autres, il se passe autre chose, en fait. Et ce qui me plaît dans cette attitude, c'est bien sûr qu'il y a une forme d'arrogance, d'insolence, que je pense être une attitude qu'il faut comprendre aussi, qui est liée avec le besoin de dignité, parce que c'est à l'endroit de notre dignité qu'on a été atteint. Donc du coup, on cherche à cet endroit-là d'avoir à répondre. Donc il y a une arrogance, c'est pour ça que je parle aussi du charisme de cette idée, de cette figure littéraire du barbare, quelque chose qui nous agrandirait. Et le oui et alors, en fait, il est intéressant parce que il veut pas, il refuse de se soumettre à une injonction à l'exemplarité. Et bien sûr, il y a des rires. Moi, du coup, quand tu m'as dit rire, j'ai pensé spontanément, ça n'a rien à voir. Mais en fait, si, ça a à voir. Parce qu'il y a des choses... c'est pareil, c'est des images qui reviennent, qui font partie de l'histoire de la résistance, de l'immigration. Ça me fait penser au rire de Jamila Bouhired quand elle apprend qu'elle est condamnée à mort par la France coloniale. Jamila Bouhired, qui est d'une résistance du FLN, qui a posé une bombe et qui est condamnée à mort. À un moment où elle apprend ça, elle explose de rire. C'est magnifique. Elle explose de rire. C'est que voilà, ça dit tout, quoi. C'est ridicule, quoi. Ça suspend tout, ça suspend toutes les règles, quoi. Et en fait, ça jette un trouble, surtout. Et ça, c'est important pour moi, la question du trouble. C'est aussi pour ça que je campe une figure littéraire et pas une figure proprement analytique. Une figure littéraire, parce que la figure littéraire, elle permet ça, justement. Elle permet de... On ne sait pas exactement ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est que le barbare, quoi? Il y a quelque chose... on sent que c'est menaçant, et à la fois c'est beau, et à la fois c'est... Et je trouve que c'est une façon de nous raconter qui empêche qu'on nous capte complètement, qui empêche qu'on nous exploite, qu'on nous chope, quoi. Il y a quelque chose qui restera toujours fuyant. Voilà, on est libre dans cette formule. Et du coup, ça me fait penser à une expression. Il y a un texte de Sadric Chiari, qui est l'idéologue du pire, du Parti des indigènes de la République, qui dit, le titre, c'est l'indigène discordant. Et en fait, il développe un truc comme ça. Et c'est vraiment l'indigène discordant, c'est-à-dire l'indigène, en fait, qu'aucune grille d'analyse politique, aucun agenda politique n'arrive à capter. C'est l'indigène qu'on peut pas ferrer, en fait. En parlant de troubles, de littérature et de discordance,
toutes les figures de barbares dont tu parles, c'est des figures qui écrivent et qui écrivent vachement bien et qui opèrent au cœur de la langue. Et c'est trop bien parce qu'en fait, on est toujours un peu coincé dans... Enfin, on peut être toujours un peu coincé dans l'imaginaire universaliste de on a les mots en commun, forcément, on a quelque chose qui veut dire. Et toi, justement, tu montres bien qu'en fait, on n'a pas les mots en commun, que justement, il y a un trouble de l'expérience. C'est pour ça que du coup, de parler de la littérature, de la poésie, en fait, toute poésie est poétique quand elle parle de soi et elle crée des expériences qui sont rejoignables, mais toujours à un moment incommunicables. Et peut-être, du coup, pour embrayer un peu sur la fin de ton livre et sur les rappeurs, t'en parles pas, mais c'est marrant aussi de voir la façon dont les rappeurs percent. Notamment PNL en 2015, quand ils ont percé, c'était « Ah, ils citent Nabila, on comprend rien de ce qu'il raconte, c'est rigolo, c'est rigolo ». Alors que d'un autre côté, il y a énormément de gens aussi qui se retrouvaient. Et en fait, du coup, la parole comme un espèce d'incommunicable pour tout le monde, et tant mieux, mais en même temps comme quelque chose de poétique parce qu'une expérience partageable et rejoignable. Et toi, en fait, en mise en abîme, tu fais à peu près la même chose que toutes ces personnes-là que tu cites. Enfin, le barbare est avant tout une écriture, j'ai l'impression, à un moment ou à un autre. Oui, oui, pour le rap, c'est vrai que c'est une partie importante de ce livre. Le rap, ce qu'il dit, c'est que tout ne passe pas par le sens. En tout cas, qu'il y a d'autres choses qui sont aussi importantes et opérantes, comme ce que tu disais, c'est je ne sais plus ce que tu disais la vie, enfin, ou l'expérience, c'est ça que tu disais? Partageable, rejoignable. Voilà, en fait, c'est l'appartenance à une expérience commune, en fait, qui fait que les mots ne vont pas résonner de la même façon, que les références ne sont pas les mêmes, que du coup, selon où on est, on va être saisi d'une façon différente. Ce qui était bien, ce qui m'a frappé avec PNL, c'est vraiment une formule qu'ils ont trouvée que je trouve... que moi, quand je le raconte, ça a l'air un peu sophistiqué, mais en fait, pour eux, je pense que c'est quelque chose de très spontané, mais du coup, c'est une vraie formule esthétique, c'est une vraie formulation esthétique, c'est une vraie proposition esthétique. En ceci qu'ils arrivent à créer un territoire clos, fermé, donc d'appartenance, c'est-à-dire qu'il y a une langue qui est codée, qui presque demande une traduction, quoi, pour ceux qui n'appartiennent pas au clan, qui n'appartiennent pas à la famille. Et du coup, cette frontière qu'il pose, qui est matérialisée par le mot, enfin par la formule QLF, que la famille. Du coup, elle permet ensuite de se raconter comme on le veut, en fait, se raconter autrement et surtout se raconter avec le plus de liberté possible. Pourquoi, en fait? Parce que, là encore, je crois que ça rejoint la question du départ, que je disais, comment se raconter dans un monde qui nous ratatine. Alors, en l'occurrence, des gars de quartier, c'est encore plus compliqué, parce que c'est eux qui sont vraiment la figure du barbare irrécupérable. Et alors, en l'occurrence, eux, ce qu'ils ont trouvé, c'est précisément de délimiter cet espace-là, donc de camper une intransigeance. Et une fois que tu fais ça, tu peux presque, comment dire, relâcher la garde, quoi. Et PNL, c'est ça qu'on voit. C'est à la fois, on voit les deux. On voit à la fois quelque chose de très barbare au sens de très menaçant, de très. Il y a une posture très très arrogante pour le coup. Pour le coup, c'est vraiment cassez-vous. On est entre nous, on vous emmerde, quoi. On n'a pas envie de partager quoi que ce soit avec vous. On n'a rien à vous dire. Et de toute façon, vous ne comprendrez rien. Ils commencent comme ça, et après, la suite de leur univers, qu'est-ce que c'est? Quand on y entre, qu'on y reste et qu'on y fait un effort, eh ben, on les voit, et puis voilà, ils s'épanchent, ils pleurent, ils se racontent de manière presque très impudique, peut-être trop impudique pour le rap, en fait. Il y a quelque chose de très bizarre. Fais ton passage si jamais tu as envie de le lire. Oui, bien sûr. Merci, parce que c'est plus simple pour moi de lire. Alors... Cet étalage décomplexé de sentiments mélancoliques, ces déclarations d'amour au père vénéré, cette profusion de larmes confessées à la lune, tout cela provoque une dissonance esthétique. Le torse bombé au point d'éclater, la brute se met finalement à pleurer. En réalité, ce qui crée ce sentiment d'impudeur, ce n'est pas tant l'intimité dévoilée au grand jour
que l'association entre deux régimes d'existence a priori incompatibles, être un barbare et un être sensible. On touche au cœur du projet. Se raconter en barbare devient une façon paradoxale de se raconter en humain sans se livrer au bon sentiment de la civilisation, à son misérabilisme pervers. Tout est déjà dans le nom, PNL, acronyme de Peace and Love. Voyez comme il risque la sensiblerie à la lettre près, comme il nargue la formule des 70s en la subvertissant. Cette accentuation qui change tout, les faisant retomber aussitôt dans leur réalité lascarde. Ils ne peuvent se risquer à la fragilité sous peine de perdre leur crédibilité dans le zoo, et en même temps, ils résistent à ce que le zoo les pousse à devenir en créant l'espace où leur humanité peut enfin s'exprimer sans que cela ne les fragilise aux yeux de l'Empire, ni ne les rende suspects aux yeux des leurs. Ils sont fragiles comme la paix. Formule géniale qui permet d'entendre autant l'aveu de vulnérabilité que la menace de guerre. Dans cette négociation narrative, une nouvelle figure émerge. Non pas celle du barbare, mais de la part censée lui manquer, son âme. À quoi peut bien ressembler l'âme d'un barbare? PNL répond, c'est une âme bousillée par un processus de pourrissement qui colonise l'être en injectant un poison aussi puissant que la drogue pour laquelle ils sont condamnés à zoner en bas du matin au soir. La faute à qui? La faute au zoo. Ce zoo, il n'est cependant pas question de s'y morfondre en bête déprimée. C'est l'autre face du projet PNL. Plus qu'un récit intimiste sur la condition lascarde, l'œuvre est élaborée comme un véritable plan d'évasion. Ah, je peux voir. Non, parce que c'est l'heure du temps. De la rupture du. C'est passé. Du coup, petite question pendant que tu bois, justement, un peu à te suivre. Je vais dire un gros mot, mais j'ai l'impression que le rap est. Pardon. Non, t'inquiète, fini. Faut dire un gros mot que le rap est quasiment métaphysique. Mais en fait, un peu comme ton bouquin, c'est-à-dire qu'il recrée une mythologie, enfin, du coup, entre que la famille, donc la communauté, la figure un peu mythique du petit frère, la lune qu'il faut gravir, mais en fait qu'on retrouve un peu partout dans le rap, qui ont un peu, en fait, ça recrée une cosmologie qui aussi redonne de la puissance parce qu'on n'est plus pensé en mineur, en négatif. Là-dessus, je trouve que le geste de ton livre rejoint un peu le geste du livre de Norman Ajari, Noirceur, qui consistait en fait à non plus penser le monde depuis la blanchité, où il y aurait des blancs et des non-blancs qui sont pensés comme mineurs, mais du coup penser le monde depuis la noirceur. Bah là, c'est pareil, c'est penser le monde depuis le barbare. En fait, du coup, en recréant une nouvelle cosmologie, une nouvelle mythologie, en fait, qui, pour plein de monde, redonne de la puissance d'agir et fait en sorte d'arrêter de se penser en négatif. Et en fait, du coup, c'est là, je trouve que la poésie, le rap, ton travail, ça fait une espèce de tout qui, du coup, redonne des étoiles dans le ciel pour plein de monde. Ouais, c'est magnifique de le dire comme ça, oui. Je te remercie. Mais je te remercie. Oui, mais je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ce que je fais. Je recrée une mythologie. Non, mais je sais pas quoi dire. Du coup, peut-être une petite question pour ouvrir le débat. Enfin, avant de voir le débat. Ta conclusion de ton bouquin qui s'appelle La voix du blâme commence par le fait que tu dis que du coup tous les barbares que tu cites sont des hommes, et du coup c'est quoi la stratégie barbare conjuguée au féminin? Donc je vais te laisser répondre dessus sur la fin de ton livre, mais une petite question aussi qui m'a... En fait, c'est aussi des figures individuelles. Est-ce que toi tu penses aussi une stratégie barbare en collectif? Pourquoi les figures de barbares que tu poses sont seulement des personnes individuelles et pas des moments de lutte ou des expériences plus collectives? Voilà. Je pense que c'est pas si individuel que ça. Ils sont quand même reliés à des... Toutes les figures, elles sont reliées à la grande histoire quand même, à des moments de lutte importants. Donc Kateb Yassine, clairement, en plus je l'inscris vraiment au moment où... Quand il a cette révélation du peuple, quand il dit qu'il a rencontré enfin... l'Algérie en chair et en os, c'est au moment où il est en prison parce qu'il a participé aux événements de 1945, enfin, les manifestations qui ont été réprimées dans le sang. Les rappeurs aussi, les rappeurs, ils portent quand même quelque chose de l'ordre de la communauté des Lascars, quoi. C'est Rap Rose 2005 qu'elle saisit aussi. Et vas-y, je t'en prie, si tu veux. Oui, tout à fait, c'est vrai. Non, mais en plus, je te remercie parce que c'est vrai, pour PNL, notamment pour PNL, mais aussi pour Booba, c'est un rap post-2005 et je l'inscris aussi dans cette histoire-là.
C'est-à-dire de 2005, les émeutes des banlieues en octobre 2005, c'est la génération PNL, c'est celle-ci. En fait, c'est d'ailleurs, je veux dire, il y a un lien entre le fait que PNL ne veut plus rien avoir à dire aux institutions. Par exemple, c'est pas un rap conscient, quoi. C'est pas un rap qui veut interpeller la puissance publique. C'est un rap qui dit non, mais en fait, c'est rompu, quoi. C'est rompu à jamais. Et ça, je pense qu'il y a un lien avec le fait qu'ils appartiennent à la génération post-2005. Je veux la ville et boire le sang du maire, comme dira quelque part NOS. Voilà, c'est assez clair, quoi. Donc ça me semble pas des figures. Je veux dire, à chaque fois, je pense qu'il y a des liens. Je veux dire, ils s'inscrivent dans des moments de lutte, dans des moments importants de l'histoire de l'immigration, quoi. Et oui, du coup, ta question sur les femmes, c'est ça? Ouais. Donc c'est le dernier chapitre, effectivement, où je pose le fait que j'ai parlé que des hommes et pas des femmes, et où je dis que c'était aussi ma manière pour moi d'effacer ma position, pas presque, d'effacer ma position de dénonciation. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est une femme issue de l'immigration et qu'on ambitionne d'écrire, on est plutôt encouragé à écrire sur nous, à la première personne, et à raconter en fait la communauté de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu faire. Et je me suis demandé pourquoi je n'ai pas voulu le faire. Et si je n'ai pas voulu le faire, c'est parce que ce geste, il trimballe avec lui quelque chose d'une lourde histoire. Je veux dire, c'est pas... quand on est une femme issue de l'immigration, on ne rentre pas en littérature en toute innocence, quoi. C'est pas un geste comme ça inconscient. On sait très bien ce qui se passe. Cette histoire, c'est une histoire de récupération ou de tentative de récupération, selon où on se situe, mais de récupération des intérêts des femmes, je dirais de détournement des intérêts de genre des femmes de l'immigration sur le dos de la communauté, notamment des hommes. Voilà, il y a toujours eu ce récit, la beurette contre les barbares, quoi. Et qui a eu des conséquences d'ordre politique. Je veux dire, moi, voilà, on pense tous à Députée soumise, par exemple. Et ce truc-là, on écrit avec ça. On écrit avec ce poids sur nous. Et alors, j'ai tâché d'identifier ce qui se faisait aujourd'hui, du point de vue, effectivement, de la parole féminine post-coloniale. Et ce que je vois, c'est que, effectivement, il y a une littérature, une nouvelle littérature, qui, pour le coup, cherche à réparer ça, cherche à conjurer cette manière que le système a voulu nous séparer, quoi, des nôtres. Et du coup, c'est une littérature qui dit, qui veut penser nos plaies, quoi. Et qui veut donc nous représenter les nôtres, les siens, nos parents, nos frères, nos familles, quoi, sous un angle, comment dire, embellissant, quoi. C'est une manière de nous rétablir en dignité. Ça, moi, je dis que c'est un geste noble, parce que c'est noble, et en plus, il a du sens historiquement, politiquement, parce qu'en fait, il accompagne des mouvements. Je veux dire, il n'arrive pas seul comme ça par le haut. Il accompagne un véritable éveil de la conscience post-coloniale qui est porté par un mouvement politique, par des mouvements politiques, la radicalisation de la lutte antiraciste sous sa forme décoloniale. Et donc, c'est la traduction, en fait. C'est une forme de traduction de ce réveil-là. Et je dis une forme de traduction parce qu'il me semble que, justement, le mouvement décolonial, il apporte encore autre chose que juste de se rétablir en dignité. Il apporte justement cette arrogance-là, cette rupture. Il dit oui et alors. Donc, en fait, il fait, c'est-à-dire l'exact inverse, c'est-à-dire il ne cherche pas à prouver que... Enfin, à rassurer, quoi, à prouver que, finalement, on est beau, quoi.
il cherche à dire, en fait, on n'a pas à vous faire ça. Enfin, on n'a pas à faire ce travail-là, quoi. C'est pas à cet endroit-là. Et du coup, c'est pour ça que je me disais, il y a encore un mouvement qui reste à faire. Un mouvement encore supplémentaire. Ça ne s'oppose pas, mais il y a un truc qui manque, quoi, encore. Pour que ce soit vraiment cette traduction. Voilà, en fait, encore une fois, c'est la question du charisme. C'est une littérature qui cherche encore qui manque de charisme. Donc il faut trouver une littérature voilà, qui puisse rétablir cette insolence-là, cette manière de se raconter comme ça. Et donc moi, ça, je le trouve dans le rap, de manière évidente. Ce qui fait que je comprends du coup pourquoi j'aime autant le rap, alors que le rap ne parle pas de moi. C'est-à-dire que a priori, je devrais pas me sentir concernée. Hein. Je veux dire, je suis pas une délinquante. Je deal pas. Voilà, je devrais pas. Et pourtant, c'est la musique qui me touche le plus viscéralement. C'est-à-dire, je sais même pas un truc de surplomb comme ça que j'ai un peu artificiel, parce que ça peut arriver aussi. Mais je sais qu'il y a quelque chose de sincère, quoi, dans ce que ça me fait. Ça me fait pleurer, quoi. Ça me fait me sentir libérée, grande, puissante, etc. Donc pourquoi j'ai interrogé ça, quoi. Pourquoi, c'est quoi qui se passe? Et je crois que c'est justement parce que le rap arrive à faire ça, arrive à formuler esthétiquement ce fameux rester barbare. Et du coup, bah, évidemment, moi j'imagine, puisque moi mon terrain c'est l'écriture, c'est la littérature, et ben je fantasme comme ça un destin littéraire du rap. J'imagine comment est-ce qu'on pourrait écrire en s'inspirant de cette façon, cette puissance d'évocation, cette puissance du récit. Qu'est-ce que ça pourrait faire, quoi? Qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, je mets au jour toutes ces interrogations qui sont les miennes, quoi. Bah, tu as déjà commencé à le faire. Oui, alors j'espère que c'est un peu performatif, effectivement. Ouais, d'abord toutes et toutes pour voir ce que pourrait donner cette littérature, acheter ce livre. Bon, j'aurais encore plein de questions, mais j'ai trop parlé. À vous. En fait, j'ai l'impression que c'est une littérature qui se part une espèce de vernis sociologique. Ou alors, parfois on a l'inverse, on a aussi une espèce d'essai qui se part d'un supplément d'âme, voilà, de la littérature. Mais si vous voulez, il n'y a aucun moment, je trouve, sauf chez Annie Ernaux pour le coup, je trouve que ça c'est réussi, la formule elle est réussie. C'est-à-dire de faire véritablement coexister ces deux régimes de discours et de récit. De faire en sorte que ça crée quelque chose, un troisième mode. Là, en l'occurrence, il me semble que voilà, on a bien appris ces leçons bourdieusiennes, et puis on va les caler, on va essayer de se raconter en montrant de manière très explicite voilà, tous les liens qu'on a retrouvés. En fait, j'ai l'impression qu'on est, voilà, c'est des études. J'ai l'impression de voir un étudiant qui a bien appris et qui après veut appliquer trop directement, presque naïvement en fait. Ce qui est clair, c'est que ça me semble pas être une littérature qui transporte. Je veux dire, ça fait pas cet effet-là. Ça clarifie certaines choses, ça analyse, pourquoi pas. Mais en tout cas, on est très loin de ce que moi je propose et que je trouve plus intéressant, que je recherche. C'est l'histoire du trouble, le fait que, justement, que ça clarifie pas, précisément. Ça clarifie pas. Parce que, d'ailleurs, est-ce que ça a vraiment du sens de clarifier comme ça, c'est-à-dire de dénouer les choses, de les juxtaposer? Parce qu'en fait, une fois qu'elles sont juxtaposées, en fait, j'ai l'impression que ça raconte plus rien, finalement. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie, c'est pas juxtaposé de cette façon-là, c'est toujours imbriqué, c'est toujours un point serré en fait. La vie, mais notre condition post-coloniale d'immigrés arabes, c'est toujours un point serré. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la littérature, c'est la manière de comment on continue à se raconter comme ça. Et donc avec en plus cette nervosité, on voit ce que ça fait tout de suite. Hein. C'est un livre qui tient debout, quoi. Voilà. Le truc de la juxtaposition, comme ça, on va tout décortiquer pour bien comprendre ce qui s'est passé.
faut bien comprendre tous les mécanismes de la domination qui nous a traversés, et du coup, bah, ça rend à la fois la chose molle, et en plus complètement, je veux dire, inopérante en termes de sens. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûre que ça nous permette vraiment de comprendre ce que c'est que d'être un arabe ou un noir, ou un transclasse. Je ne suis même pas sûre que ça, même du point de vue analytique, je ne suis même pas sûre que ce soit efficace. Moi, je ne suis pas là pour dire que j'ai atteint un stade où j'ai réussi à me libérer de la domination occidentale, où ça y est, j'ai retrouvé une pureté, une authenticité qui est la mienne. Je ne dis pas ça, en fait. Je dis même l'inverse. Je dis que c'est voué à l'échec, cette entreprise-là. C'est fini. Ce que je dis, c'est qu'on est, ça y est, on est déjà plus des barbares, en fait. C'est précisément parce qu'on n'est pas des barbares que ça devient important, que ça devient nécessaire d'essayer de le réactiver, de retrouver quelque chose de cet ordre-là ailleurs, quoi. Je pense que rester barbare, c'est un truc qui a un horizon, en fait. Et d'ailleurs, c'est voué à rester un horizon, c'est comme un idéal régulateur. On ne va jamais l'atteindre, ce truc-là. Et puis surtout, ce que je dis, c'est que ce truc, en fait, de la nostalgie sans objet, c'est-à-dire que on a la nostalgie de ce qui n'a pas eu lieu. C'est quelque chose qui fait qu'on nous encourage plutôt à abandonner, parce qu'on dit que... Mais ça, c'est une prétention identitaire, en fait. On nous dit, mais non, il ne faut pas céder à ce truc-là. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut la laisser se raconter, cette nostalgie-là. Il faut la laisser se raconter parce qu'une fois qu'elle se raconte, on comprend mieux ce qu'elle veut dire. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est pas... elle ne veut pas faire marche arrière pour retrouver son authenticité. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle veut reculer le moment de sa transformation ultime. En fait, elle veut résister à ce qu'on est en train de devenir. Elle veut résister au futur, plus que revenir au passé. Elle veut résister un peu au futur. Et elle veut se donner le temps de penser ce qu'on est en train de devenir. Se donner un espace. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait être, quoi? Mais c'est quelque chose qui est très lié au présent, au contemporain et à l'avenir, en fait. Pas vraiment au passé. D'autant plus qu'il faut préciser aussi que la prétention identitaire, bah, elle n'est pas de notre côté. La prétention identitaire qui fait système, qui fait structure, justement, c'est précisément c'est le paradigme intégrationniste du pouvoir qui nous dit il faut faire le tri chez vous de tout ce qui est à vous, là, il faut s'en débarrasser parce que ça, c'est des restes de barbarie, en gros. Et qu'il y a une seule voie, c'est la leur. Ça, c'est une vraie prétention identitaire. Ce que je dis, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de contenu, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de traiter du thème du racisme, de l'antiracisme, pour faire une œuvre antiraciste, en fait. Pour faire une œuvre antiraciste, je veux dire, même, c'est étonnant de coller comme ça un qualificatif de cet ordre-là à une œuvre, parce que une œuvre, c'est encore plus fort que ça, plus grand que ça, quoi. Ça peut pas rentrer dans un... Mais du coup, voilà, il suffit pas de parler d'un sujet pour faire... il suffit pas de parler du racisme, de la condition postcoloniale, de moi, de ma vie, de ce que je... Voilà, ici, il ne s'agit pas seulement de parler de ça, il s'agit aussi de trouver le moyen de le faire, de trouver la langue. Et même parfois, il n'est même pas question d'en parler, c'est-à-dire que la forme parle d'elle-même. On peut même faire un roman qui ne parle pas de la question raciale de manière explicite, et pourtant, ça parle de ça. Et pourtant, c'est ça, c'est-à-dire c'est de cette façon-là qu'il faut en parler. Moi, ça se résout à cet endroit-là, bien sûr. Mais oui, la reine des pommes, Chester Himes. Chester Himes, il ne prétend pas faire quelque chose d'antiraciste. Il ne prétend pas de parler de la question raciale. Et pourtant, c'est ça. Pourtant, si on veut atteindre quelque chose de profondément juste sur cette question-là, eh ben, il faut lire Chester Himes.